Bonsoir Maxime. Bonsoir Jean-François, bien heureux d'être ici ce soir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être ici live en direct sur nos studios, dans nos studios de Théovox Actualité. Maxime, vraisemblablement, cette semaine, on a été servi en matière de pratiques douteuses autour de l'application ArriveCan. Et la vérificatrice générale est incapable de déterminer le coût exact d'ArriveCan en raison de la mauvaise tenue des livres comptables de l'Agence des services frontaliers du Canada. La facture s'élevait au préalable, au départ, là, à 80 000 $, puis a coûté finalement 59,5 millions aux contribuables. Dans un premier temps, avant de rentrer dans ce scandale-là, je dirais même dans cette corruption puis collusion-là, Maxime, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous remettre au parfum de c'est quoi ArriveCan? Bien, ArriveCan, c'est un mauvais souvenir pour bien des gens. Absolument. Surtout pour nous qui voulons avoir une vie privée. Et ArriveCan, c'était l'application que le gouvernement fédéral a suggéré fortement, très fortement aux Canadiens de mettre sur leur téléphone mobile. Et ça faisait quoi? On a su aussi que cette application-là permettait de situer les Canadiens et de savoir où on était en tout temps. Ça devait être confidentiel, ces données-là, mais on s'est aperçu quelque temps après la COVID, il y a eu des rapports qui ont sorti, et oui, le gouvernement pouvait savoir les gens qui avaient mis cette application-là sur leur téléphone, où ils étaient en tout temps. Premièrement, violation de la vie privée. Et là, maintenant, et ça, c'était supposément pour nous protéger du dangereux virus qui était COVID-19. Mais vous avez une bonne discussion tout à l'heure avec votre invité là-dessus. Et là, le scandale, le deuxième scandale, selon moi, c'est le scandale financier. Et c'est très rare. Je pense que c'est la première fois qu'un vérificateur ou que la vérificatrice générale du Canada, qui regarde les livres du gouvernement du Canada et à chaque année émet un rapport. C'est très rare que, à ma connaissance, c'est jamais arrivé que la vérificatrice dise « c'est à peu près ce que ça a coûté ». Je ne peux pas vous dire exactement c'est quoi le coût parce que la comptabilité a été tellement mal tenue, il manque de l'information. Et donc, c'est aux alentours d'une cinquantaine de millions de dollars pour quelque chose qui devait être en bas de 100 000 $. Et elle a bien dit qu'elle a donné son information à la police parce que oui, on est rendu là. Il faut une enquête de la police. Il y a des coupables. Il y a sûrement de la fraude là-dedans. De fonctionnaires, est-ce que des politiciens en ont profité? On ne le sait pas, mais il faut mettre la lumière là-dessus. Et on va savoir dans les prochaines semaines qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Comment on peut expliquer, Maxime, le manque d'informations de base pour justifier des factures des consultants puis du fait qu'il n'y avait aucun endroit pour les attribuer dans les registres financiers afin d'assurer un suivi adéquat de ce projet-là? Vous avez été ministre vous-même. Là. Oui. Vous êtes habitué d'avoir des projets probablement similaires à celui-là quand on met en branle une certaine procédure. Est-ce que la procédure a été bypassée? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ce que je ne comprends pas dans ce dossier-là, oui, comme vous venez de le dire, j'ai été ministre de l'Industrie, ministre des Affaires étrangères et j'ai aussi siégé sur le Conseil du Trésor. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on devrait dire le Conseil du déficit, parce qu'il n'y a pas de trésor à Ottawa. Là. Mais qu'est-ce que c'est le Conseil du Trésor? La fonction des membres du Conseil du Trésor, qui sont des ministres, c'est d'approuver les dépenses. Le cabinet, les ministres se réunissent puis disent, voici, j'ai tel programme et le cabinet vote pour ces programmes-là. Et si on a besoin d'une législation, ça va à la Chambre des communes, les députés votent. Et après ça, avant de débourser, tout programme avant de débourser, le Conseil du Trésor approuve les déboursés en relation avec les décisions que le premier ministre a prises et le cabinet, les décisions du cabinet. Donc, ce que je ne comprends pas là-dedans, si initialement c'était 100 000 $, le Conseil du Trésor et des ministres qui siègent sur le... Ce n'est pas des fonctionnaires, là, c'est des élus. Les ministres qui siègent sur le Conseil du Trésor ont voté et appuyé et autorisé une dépense de 100 000. Mais lorsque les factures sont venues, puis ça a coûté plus cher, il y a quelqu'un qui a approuvé ces factures-là. Oui. De 100 000 à 59 millions, il y a une différence. Moi, je me rappelle, quand on siégeait sur le Conseil du Trésor, bien, on allouait une dépense à un projet et souvent, c'est le gouvernement, dépassait les coûts. Ouais. Et là, ça revenait devant nous et on devait autoriser si on acceptait la dépense supplémentaire ou non. Ouais. Donc, il y a des élus qui devaient savoir que ça a coûté plus que 100 000. Il y a des gens, des élus qui ont approuvé ces dépenses-là
pour que des fonctionnaires puissent dépenser l'argent requis. Ça fait que d'après moi, il faut enquêter du côté des fonctionnaires, mais aussi les élus. Qui a approuvé cette dépense-là? Quand on parle d'élus, juste pour être sûr que nos auditeurs comprennent bien, on parle d'élus qui sont rattachés au Parti libéral du Canada, qui est le parti au pouvoir. Je parle d'élus ministres, parce que le député libéral qui n'est pas ministre, c'est confidentiel, ces délibérations-là. Oui, c'est ça. Donc, je parle de ministres libéraux parce que le Conseil du Trésor, c'est pas tout le temps les mêmes ministres qui siègent là-dessus. Lorsqu'il y a un remaniement ministériel, le premier ministre va nommer d'autres ministres. Donc, à l'époque, qui siégeait sur le Conseil du Trésor? Quel ministre libéral qui a approuvé la dépense de 100 000 et après ça, approuvé les autres factures? Il faut qu'un député élu approuve ces factures-là. Il est trop tôt pour sortir des noms, là. On ne sait pas. Là, il y a une enquête qui se fait et c'est bien. La vérificatrice générale a donné le dossier à la police et j'imagine que la pression politique à Ottawa étant ce qu'elle est, bien là, les députés posent des questions et ça va sûrement aller en comité parlementaire. Et en comité parlementaire, bien là, les députés vont pouvoir poser des questions et on va en savoir de plus en plus. On espère juste que cette police-là, ce ne sera pas un stagiaire trans pendant une semaine. Oui. Qui est la firme de consultants derrière Arif Khan? C'est une bonne question. J'aimerais bien le savoir, comme l'ensemble des Canadiens et des Québécois. Il y a une firme que seulement pour prendre le contrat et après ça, redéléguer le contrat à quelqu'un d'autre, prenait des pourcentages jusqu'à 20 en faisant rien, là, en étant un intermédiaire entre deux contrats. Donc, tout ça, ces gens-là, est-ce qu'ils sont reliés au Parti libéral? Est-ce que c'est des questions qu'on doit se poser? On est en train de naviguer sous encore un genre de scandale des commandites des libéraux. Bien, ça ressemble à ça. C'est un parti, l'usure du pouvoir, un parti au pouvoir qui essaie de récompenser les amis. Et je suis certain que ces gens-là, si on cherche bien, et c'est facile à voir, les gens qui donnent au Parti libéral ou au Parti conservateur ou à tout parti à Ottawa, c'est public. Et donc, on a la liste des donateurs. Il s'agit de savoir, et je suis très sûr que le Bloc québécois et le Parti conservateur vont faire ces recherches-là et poser des questions pour relier tous les points ensemble. On va savoir d'où ça origine et qui en a profité. Maxime, comment justifier que cette firme-là obscure, qui a reçu plus de contrats pour toutes sortes de choses au fil des années... sans appel d'offres. Sans appel d'offres. Fait qu'il n'avait que 2 employés dont l'adresse de la compagnie pointe vers une résidence privée louée à des locataires. On parle de 140 contrats depuis 2015 pour une valeur totale de 258 millions, dont 46 sans appel d'offres. Incroyable. Normalement, ça n'arrive pas, là. Écoutez, j'ai été ministre, moi, puis pour engager des gens dans mon propre cabinet, pour engager des conseillers politiques qui allaient me conseiller, en plus des fonctionnaires. Bien, si le contrat est donner des contrats à des économistes indépendants pour qu'ils puissent faire des recherches, etc., lorsque les contrats étaient plus élevés de 100 000, c'est un appel d'offres. Et là, on arrive avec des millions sans appel d'offres. Il y a anguille sur roche. N'y a-t-il pas collusion ou apparence de corruption lorsqu'une firme invite des hauts fonctionnaires responsables d'un dossier à une dégustation de whisky? Est-ce que vous êtes déjà allé, vous, dans une dégustation de whisky quand vous étiez ministre? Non, absolument pas. Et j'essayais d'éviter tout ça. Moi, mon rôle, c'était de couper les dépenses du ministère. J'étais en charge des subventions aux entreprises et ma philosophie politique est finalement qu'on devrait arrêter de subventionner les grandes entreprises. Donc, moi, les gens d'affaires ne m'aimaient pas trop parce que lorsqu'ils vous arrivaient avec un nouveau programme, je disais non. Mais effectivement, assister à des cocktails, et ils faisaient tout ça entre amis. Hein? Mais ces amis-là, il y a quelqu'un qui, en haut lieu, savait tout ça et il faut savoir c'est qui. Y aura-t-il des conséquences sur le gouvernement Trudeau? C'est-tu assez pour faire en sorte qu'il ne rentre pas aux prochaines... Bien, je pense que le mal est déjà fait. Même avec ce scandale-là ou pas ce scandale-là, si on regarde les sondages, la population en ont soupé du gouvernement Trudeau. Et je dirais que l'opposition officielle, Pierre Poilievre, ne gagnera pas les élections. C'est le gouvernement Trudeau qui va les perdre. C'est jamais le parti de l'opposition qui gagne les élections. C'est toujours un parti qui, avec l'ensemble de ces scandales et l'usure du temps et aussi la situation
situation économique. On est en début de récession. L'inflation, notre pouvoir d'achat qui diminue, tout ça, bien, sous les libéraux. Et je pense bien que ce scandale-là, c'est le clou final sur le tombeau des libéraux pour la prochaine élection. Maxime, cette semaine, on a vu Poilievre qui a fait une sortie. On lui a posé des questions sur les bloqueurs d'hormones. Peut-être qu'on va écouter un extrait vidéo puis on commente par la suite la vidéo. Parfait. Do you support age restrictions for puberty blockers and hormone therapies for trans kids? I think that Justin Trudeau is trying to divide and distract Canadians by spreading disinformation about the decisions that premiers and parents are making. What do you think? What do you think? I want to know your position. What is your own party policy? It's your own party policy. A party I convention. think we should protect the rights of parents to make their own decisions. What does it mean? With regards to their children. And I believe that adults should have the freedom to make any decision they want about their bodies. But minors. I think they're- Advanced I think- surgeries and medical interventions for minors, as your own party members suggested. Medical sir. interventions like what? That is the language that your party What medical used. interventions? Well, you would have to ask your party members. What medical such interventions? such as puberty blockers and hormone For replacement. minors? Yes. Irreversible? You're talking about I irreversible? would like to understand your I just want to be position. clear. No, I want to be clear. I just want to be Blockers clear. for minors. Puberty blockers for minors? Do you agree with that? Do you agree with I that? think that we should protect children What and their does that ability mean? to make adult decisions when they're adults. So and you that think would affect- only I adults, think- only adults should make, you said yes? Just to be clear, you said yes, only adults should take puberty blockers? I think we should protect children, let them make adult decisions when they become adults. So that means you you support age so that means restrictions? you are against puberty blockers for kids under the age of 18. Is that Yes. unclear? Okay. Parlons du dossier de l'identité de genre là, avec l'annonce de l'Alberta, le chef conservateur qui a été questionné par les journalistes concernant les inhibiteurs de puberté, là, les fameux bloqueurs d'hormones pour les mineurs trans. Alors, il est contre, on n'est pas surpris, mais c'est la première fois qu'il se positionne là-dessus, là, Paul. Oui. Ouais. M. Poilievre, c'est pas une surprise, sa prise de position, mais en même temps, il se garde, il a été quand même prudent, il se garde une période de réflexion pour l'ensemble de la situation. Mais moi, je reviens à ce qui s'est passé à la Chambre des communes aujourd'hui. Là. Moi, j'attendais depuis des semaines que M. Trudeau lâche la phrase. Il a lâché cet après-midi aux communes. Canada, Make Canada Great Again. Ça y est, là, je ne sais pas si Emmanuel et Mario sont d'accord, mais moi, je pense que C'est ça y clair. est. Les gants sont tombés et là, le match Poilievre-Trudeau vient de commencer pour vrai. Oui, puis ce qui est horrible, c'est que les gants sont tombés, puis entre autres, ils tombent sur le dos des enfants trans. Là. Moi, je pense à toutes les familles qui ont un enfant qui se questionne en ce moment, puis je me dis, c'est vraiment édifiant, hein, d'avoir d'une part un premier ministre qui dit que les parents n'ont pas d'affaires là-dedans et qui sursimplifie la complexité des choses, puis de l'autre, un mouvement conservateur qui fait comme si, finalement, c'est comme si les médecins là, distribuaient des bloqueurs de puberté puis des traitements d'hormones comme des Smarties. Là. Je veux dire, à un moment donné, allez lire les protocoles, allez lire la science médicale. C'est compliqué, c'est complexe. Je trouve ça très malheureux qu'on s'en serve pour marquer des points et démoniser l'adversaire de part et d'autre. Mais Mario, il y a un gros bon sens sur certains points qui rejoint beaucoup de parents là, dans ce que dit M. Poilievre. Oui, ben, Non. on s'entend que c'est pas une question comme l'avortement là, qui est plus consensuelle, pour les conservateurs devenaient suspects. là. C'est un sujet où il y a moins de consensus social, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Emmanuel là, vraiment sur le fait de laisser ça à des experts plutôt que de ramener ça sur le terrain d'un débat politique stérile. Mais moi, ce que je note, par exemple, c'est qu'il a quand même basculé un peu, là, M. Poilievre, parce que hier avant midi, je l'avais en entrevue, je l'ai questionné là-dessus, et de façon très habile, il a dit, regarde, Daniel Smith a fait ça en Alberta, moi, c'est pas mes affaires, moi, je m'occupe de coûts de la vie, je m'occupe d'autres choses. Il a voulu se garder en dehors de ça, et là, aujourd'hui, pressé de questions par les journalistes, je considère, moi, qu'il a mis le pied dans le terrain, où encore hier, il essayait d'éviter, là. Maxime? Oui. C'est quoi le contexte de toute cette meute de journalistes autour de Poilievre, lui posant les questions sur sa position sur les bloqueurs d'hormones chez les mineurs? Premièrement, et c'est très rare, je dois féliciter les journalistes parce qu'ils ont posé la bonne question. Ouais. Et Poilievre a tout fait pour l'éviter. Donc, c'est quoi cette question-là? C'est la question, est-ce que M. Poilievre et le Parti conservateur est d'accord qu'on donne des bloqueurs d'hormones à des jeunes, des mineurs en bas de 18 ans, qui a un impact majeur pour le reste de la vie de cette personne-là, pour supposément transitionner. Et là, je vais faire une parenthèse parce que j'utilise le mot « transitionner ».
Et je devrais dire que ça n'existe pas. Et c'est tout ce débat-là sur les trans, qu'une petite fille peut devenir un petit gars ou un petit gars peut devenir une petite fille. C'est dommage et c'est triste de le dire, je suis le seul politicien au niveau fédéral qui est capable de dire qu'il y a seulement 2 sexes. Tous les autres politiciens ont peur de ça, incluant Poilievre, et pour eux, une petite fille peut transitionner. Et le début de la transition, c'est de donner des bloqueurs d'hormones pour qu'elle arrête de se développer, cette petite fille-là, dans son corps de petite fille, ou le petit gars dans son corps de petit gars. Nous, notre position au Parti populaire, elle est bien claire. On devrait modifier le code criminel et rendre illégal l'utilisation de bloqueurs d'hormones pour les mineurs. Et comme ça serait la même chose dans toutes les provinces. Donc, pourquoi ces journalistes-là étaient là en train d'achaler M. Poilievre pour qu'il réponde à ça? Parce que Danielle Smith, en Alberta, a élaboré une nouvelle politique. Et dans sa nouvelle politique, elle a dit, en bas de 17 ans, les jeunes, on n'a pas le droit dans ma province de prescrire des bloqueurs d'hormones. Et là, ça a fait un débat. Et donc, le lobby de trans a dit que c'était inhumain puis qu'on ne pouvait pas donner des services de santé, de soins de santé aux trans, etc. Ils ont exagéré. Les médias traditionnels sont du côté de la transition, que tout devrait être normal. Et là, les journalistes en ont profité parce que le Parti conservateur, au mois de septembre dernier, à leur convention à Québec, les membres du Parti conservateur ont voté une résolution pour dire que tout traitement médical chez les mineurs devrait être prohibé, incluant les bloqueurs d'hormones. Lorsque c'est arrivé, les journalistes ont sauté sur Poilievre en disant « Êtes-vous d'accord avec ça? » au mois de septembre-octobre. Et Poilievre a dit « C'est une décision des membres du Parti conservateur. Je suis chef. C'est moi qui va décider en temps et lieu c'est quoi la plateforme du parti. Et je ne suis pas obligé de donner suite à ces résolutions-là. » En voulant dire, il a envoyé promener ses membres. Wow. Et pourquoi il a envoyé promener ses membres? Parce que lui-même et l'ensemble des députés conservateurs ont voté pour le projet de loi C4. Qui est? C'est quoi le projet de loi C4? C'est un projet de loi qui permet la transition, qui permet à des jeunes d'avoir recours à des conseillers qui vont les diriger vers la bonne voie de la transition. Et donc, l'ensemble des membres du Parlement Ottawa et tous les conservateurs et Poilievre ont voté pour ce projet de loi-là, qui, en même temps, criminalise un parent qui voudrait faire en sorte que son enfant accepte son corps. Parce que, selon moi, il n'y a pas un enfant qui est né dans un mauvais corps. Et donc, c'est devenu, avec ce projet de loi-là, criminel. Un parent peut aller jusqu'à 5 ans en prison s'il essaie de trouver un psychologue ou quoi que ce soit qui va conseiller à son enfant de s'accepter tel qu'il est. Donc, Poilievre est pour la transition, il a voté pour ça. Ses membres aimeraient être un peu plus contre et empêcher tout traitement médical à des mineurs. Il les a envoyés promener en septembre. Et là, vous avez une première ministre conservatrice en Alberta qui y va avec le gros bon sens, puis ça n'a pas de bon sens faire ça, ça va être interdit dans notre province. Et là, les journalistes posent la question à Poilievre. Et Poilievre... Oui, mais là, Poilievre parle des deux côtés de la bouche. Là. Oui. C'est un parti libéral déguisé en parti conservateur. Absolument. Et là, Poilievre, ce qui est intéressant, c'est qu'il est coincé dans le coin. Là. Poilievre, c'est un politicien qui est un bon communicateur. Il fait des sondages. J'étais avec le Parti conservateur. Il dépense regardez les états financiers du Parti conservateur. Il dépense des millions de dollars en sondages. Mais ils ne sondent pas seulement pour savoir qu'est-ce que vous pensez. Ils sondent aussi pour savoir quels mots utiliser pour vous convaincre. Par exemple, Poilievre utilise le mot « gros bon sens » à toutes les sauces. Pourquoi vous pensez qu'il utilise ce mot « gros bon sens » là à toutes les sauces? C'est devenu son slogan préféré. Parce que pour vous, le gros bon sens, c'est peut-être de donner des bloqueurs d'hormones aux jeunes. Pour moi, le gros bon sens, c'est de ne pas de donner de bloqueurs d'hormones. Le gros bon sens est différent à chaque personne, donc c'est gagnant-gagnant. Il ne fait pas de chicane en parlant de ma politique de gros bon sens pour les trans, ma politique de gros bon sens sur l'immigration. Ah, ça veut-tu dire plus d'immigrants ou moins d'immigrants, dépendamment des gens? Donc, Poilievre est un bon communicateur, mais là, il s'est fait coincer. Parce que là, les journalistes voulaient avoir un oui ou un non. Puis je dois avouer qu'ils ont été assez achalants, ils ont fait leur job, et Poilievre était coincé, il a répondu du bout des lèvres un oui. Mais la deuxième question qu'ils n'ont pas posée, qu'ils auraient dû poser dans les jours qui suivent, mais qu'ils n'ont pas posée, si Poilievre est d'accord pour interdire les bloqueurs d'hormones aux mineurs, comme il a dit oui, répondu oui à la question, bien,
il devrait passer de la parole aux actes. Il est chef de l'opposition. Il peut déposer un projet de loi demain matin pour modifier le code criminel et rendre illégale l'utilisation de bloqueurs d'hormones chez les mineurs. Mais non, il ne le fait pas. Parce que le vrai Poilievre, c'est celui qui a voté pour le projet de loi C4, c'est celui qui pense qu'il y a plus que 2 sexes, c'est celui qui est à l'encontre de la position de ses membres qui ont voté en ligne avec des propositions semblables à notre plateforme, à nous, au Parti populaire. Donc, ce que je dis, si ce dossier-là est très important pour vous, puis vous pensez qu'il y a seulement 2 sexes, et puis les trans, dans mon temps, là, c'était une maladie de penser qu'on peut être né dans un mauvais corps. Ouais. Aujourd'hui, on normalise ça. Et pour moi, bien, on ne devrait pas normaliser tout ça. Et nous, notre position, on est très ferme là-dessus au Parti populaire. Mais pour M. Poilievre, comme vous venez de le dire, il parle des 2 côtés de la bouche. Et s'il était sérieux avec sa réponse, un oui, il déposerait un projet de loi, mais il ne le fera jamais. Vous seriez au pouvoir demain, là. Vous rendriez ça illégal à travers le Canada? Absolument. Et aussi, je rendrais illégal à un docteur ou à une infirmière de conseiller à quelqu'un, dans un autre dossier, l'aide à mourir. Aujourd'hui, ça se fait, c'est rendu, là, parce que on parle de bloqueurs d'hormones qui va brimer la vie des jeunes pour toute leur vie. On ne peut pas revenir lorsqu'on prend ça, c'est fini. C'est et d'un autre côté, l'État fait la promotion de la mort aussi en ce qui concerne l'aide à mourir, l'euthanasie légale. Ça devait être limité, mais ça aussi, je changerais le code criminel pour faire en sorte que ça soit illégal à un médecin de suggérer l'aide à mourir. Ça devrait venir du patient lui-même. Et là, on est rendu... Et le Québec a le record mondial de l'utilisation de la pratique de l'aide à mourir. Maxime, c'est quoi la portée que le Canada a en matière d'éducation quand l'éducation est juridiction provinciale? Parce qu'on peut être pour la vertu puis dire oui, je mettrais ça illégal, mais si les provinces n'emboîtent pas le pas de leur côté, parce que on le vit, là, il y a eu l'adoption du projet 106 ou quelque chose comme ça en 2016, ou le projet 96 en 2016 ou quelque chose comme ça, là, je pense que c'est 106 de mémoire, mais ça donnait justement, là, on voulait favoriser l'enfant. Ça veut dire que l'enfant mineur dans nos écoles du Québec, sans le consentement de ses parents, peut décider de se faire appeler il ou elle ou de changer son prénom ou peut-être même aller jusqu'à des bloqueurs. Puis là, c'est effectif ici. Là. Il y a même le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles, l'avocat qui est venu il y a quelques semaines ici, nous dire qu'il y a un dossier où le professeur le mandat de ne rien dire aux parents, cache aux parents que la jeune fille veut transiter pour devenir un jeune homme, a commencé à changer son nom, etc., etc. Donc, on le vit, ça. Fait que moi, je me demande, c'est quoi la portée, si vous étiez au pouvoir demain matin, vous changez la législation, c'est quoi la portée de la législation canadienne par rapport aux provinces? Puis vous, si c'était votre enfant, là, puis on vous cachait ça, là, à vous, comment vous réagiriez? Je réagirais comme tout parent. Je voudrais que mon enfant soit appelé par son prénom. Son vrai prénom, son prénom de naissance. Et tout ça, là, c'est encore cette logique-là de transition. On avait les drag queen shows. C'est supposément bien le fun, mais il y a une philosophie derrière ça. Là, on montre aux enfants que vous pouvez vous déguiser d'un autre sexe, etc. C'est le début de cette philosophie-là d'accepter de propagande trans. Donc, les drag queen shows, ça devrait être interdit dans les écoles. Et après ça, bien, on vient au prénom. Et après ça, au bloqueur d'hormones. Moi, je peux vous dire qu'au Manitoba, dans un petit village du sud du Manitoba, lorsque j'étais en campagne électorale dans une élection partielle l'été dernier, ça se passe là. Il y a une mère de famille que sa petite fille Marie, son nom, elle se fait appeler John à l'école. Elle ne le savait pas. Donc, il y a des cas partout, au Québec et partout. Qu'est-ce que je préfère, moi, au fédéral? Bien oui, vous venez de le dire, l'éducation, c'est de juridiction provinciale. Mais nous, au fédéral, là, le gouvernement du Canada, par l'entremise de Trudeau, ces groupes-là de pression, là, ça ne sort pas de nulle part. Ils sont financés. La plupart de ces groupes-là sont financés par le fédéral. On couperait tout argent. Il y aurait pu, parce qu'il y a des groupes qui s'en vont dans les écoles, qui font la promotion de cette idéologie radicale du genre. Ils font la promotion de ça dans les écoles. Après ça, Mais si on coupe les fonds, il n'y aura plus les moyens de faire la promotion dans les écoles. On coupe les fonds, on change le code criminel en ce qui concerne les bloqueurs d'hormones et on en parle publiquement parce que je ne veux pas m'ingérer
suggéré à l'école, mais je suis bien content que le Manitoba a passé une loi en disant « Hey, les parents doivent être au courant si vous voulez appeler l'enfant un autre nom. » Puis si les parents ne consentent pas, bien ça se fait pas de même. Même chose au Manitoba et aussi en Alberta. Donc, il faudrait en parler pour inciter les premiers ministres provinciaux à changer leur loi en ce qui concerne l'éducation. Mais nous, au fédéral, on a un rôle à jouer. On coupe les fonds, on change le code criminel, on met ça interdit, toute procédure médicale sur un enfant en bas de 18 ans. Est-ce que l'école est devenue aujourd'hui un lieu de propagande pour Absolument. Oui, c'est pas l'éducation, c'est de la propagande. Et l'université est encore pire que l'école secondaire. Et ce mouvement woke-là, il est partout dans notre société. Et qu'est-ce que ça veut dire, le mouvement woke? Bien, c'est qu'on divise la société par groupe. Ouais. Par race, par couleur de notre peau, par orientation sexuelle. Et Trudeau et le Parti libéral est maître dans cette façon de faire. Et nous, ce qu'on veut, bien, on veut unir tout le monde. Et peu importe la couleur de votre peau ou votre sexe ou quoi que ce soit. Mais non, on fait des programmes au fédéral pour un entrepreneur noir. On va lui donner une subvention. Si vous êtes un entrepreneur blanc, vous n'en aurez pas. C'est de la discrimination. La théorie de diversité, égalité puis inclusion, c'est finalement, moralement malsain et ça détruit notre société et surtout, ça détruit le corps de notre société qui est la famille. Ouais. Et nous, on essaie, avec nos politiques, de faire la promotion de la famille et on garde notre Constitution. La Constitution, elle est bien simple. Cette Constitution-là a été écrite et on dit bien la suprématie de Dieu et la règle de droit. Mais ce n'est pas plus ça qu'on a. On n'a pas de règle de droit. On l'a vu avec règle de droit, c'est quoi? Tout le monde est égal devant la loi. On l'a vu avec l'hystérie COVID. Il y avait des gens qui avaient plus de droits, les vaccinés, et les gens qui avaient moins de droits, les non-vaccinés. On ne respectait pas notre Constitution et la Charte des droits et libertés. Et maintenant, bien, si on parle de Dieu dans notre société, bien là, on n'est pas politiquement correct. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai mis de côté la rectitude politique. Oui. Ça a l'air de quoi, le Parti populaire, face aux prochaines élections? Mais on se prépare. Actuellement, on a à peu près 125 candidats de sélectionnés de près s'il y a une élection demain matin. Il y a 338 comtés à travers le pays. On commence dans 2 semaines une autre appel de candidature et on demande aux gens d'appliquer. On va faire des entrevues, on va vérifier leurs antécédents, etc. Et on pense de 125 avoir nos 338 candidats avant la fin de cette année. Et comme ça, bien, ça va permettre à tout Canadien, peu importe où vous vivez, d'être capable de voter selon vos convictions et de voter pour le Parti populaire. Et je dis aux gens, si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y en est du parti, allez sur notre site Internet, partipopulaireducanada.ca, lisez notre plateforme, vous allez voir c'est quoi. On ne change pas de plateforme. Nous, on fait de la politique par conviction, c'est tout le temps les mêmes idées. On pense, peut-être qu'on est arrogant, mais on pense qu'on a les meilleures idées. Puis un jour, elles vont dominer. Il s'agit d'en parler et c'est ce qu'on fait. Donc, si vous aimez notre plateforme, j'espère que vous allez nous appuyer, voter pour nous, devenir candidat. Et si vous n'aimez pas notre plateforme, votez pas pour nous. S'il vous plaît, votez pas pour nous, on ne changera pas. Quelle garantie qu'on a que Maxime Bernier ne changera pas? Parce que, la plupart des politiciens, une fois élus... Le passé est garant de l'avenir. Oui. Je dirais le passé est garant de l'avenir. Regardez, là, vous pouvez trouver des vidéos sur moi, sur les réseaux sociaux, il y a 10 ans, 5 ans, 6 ans, je dis encore la même chose. Oui. Et à l'âge que j'ai actuellement, je pense que j'ai 61 ans, oui, je suis en forme, mais je suis trop vieux pour changer. Oui. Maintenant, je suis boqué avec mes idées. Je pense que j'ai les meilleures idées. Je crois aux gens, j'ai foi aux gens. Je pense qu'ils savent mieux qu'un gouvernement qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'on doit avoir un petit gouvernement qui respecte la Constitution, la Charte des droits, qui baisse les impôts et les taxes pour donner plus de liberté aux gens. C'est ce que je prône depuis des années. Ça fait que je ne changerai pas demain matin. Et c'est gagnant parce qu'on a fondé le parti en 2018 avec 0 2019, notre première élection, 1,6 2021, notre deuxième élection, on n'a plus que triplé à 5 Et donc, on parle tout le temps de la même chose. Donc, on est capable d'avancer, d'avoir de plus en plus d'appui. Il y a 840 000 Canadiens qui ont voté pour le Parti populaire à la dernière campagne électorale. Et là, si on a triplé entre la première et la deuxième, pour nous, peut-être qu'on va doubler de 5 à 10. Et plus on a de l'appui de la population et plus on a des votes qui viennent de notre côté, bien plus on a d'influence pour changer la société pour le mieux. Quel comté vous convoitez, M. Bernier? Le même comté où j'étais à l'élection partielle au Manitoba, Portage-Lisgar. Pourquoi? Parce que c'est un comté... prenable.
Oui, effectivement, c'est le premier critère. Pourquoi il est prenable? Parce que c'est un comté très religieux, c'est un comté très conservateur, et il voit bien qu'on est le seul qui prône les idées de conservateurs, de préserver et conserver les valeurs familiales. Et en ce qui concerne aussi, c'est très important pour eux, l'avortement. Je suis le seul qui dit qu'il faut réouvrir le débat et cesser de tuer des enfants à naître, ce qu'on fait au Québec et partout au Canada, et qu'on devrait réglementer l'avortement. Et ils aiment bien notre position de décentraliser, de donner plus de pouvoir aux provinces. Idéalement, de l'abolir. Oui, il y a certains de mes candidats qui veulent faire en sorte que ça soit interdit en tout temps, un avortement au Canada. Et moi, je suis ouvert à ça, je suis ouvert à avoir ce débat-là. Et il y a d'autres de mes candidats qui disent « Ah, peut-être on devrait juste l'abolir au 3e trimestre ou au 2e trimestre. » On fait ce débat-là et tout candidat élu du Parti populaire, bien, votera selon son conscience, mais il faut réouvrir le débat et il faut limiter l'avortement, que ce soit au 3e trimestre, au 2e trimestre, ou bien dès le début. Il faut avoir ce débat-là, il ne faut pas se gêner. Donc, ce comté-là est un très bon comté. J'ai eu 17 % de l'élection partielle. J'ai formé une équipe maintenant et je pense qu'à l'élection générale, on va partir de ce 17 % et progresser. On verra bien qu'est-ce qui va arriver, mais je suis assez confiant. Peut-être que vous allez devenir un fidèle à l'Église là-bas dimanche matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maxime. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous voyez, on vient de parler avec un politicien de conviction ce soir et avec tout ce qu'on a passé là, en revue, on vient de voir que... En fait, je ne vous l'apprends pas, là, mais aujourd'hui, le mal est devenu bien, puis le bien est devenu mal. Puis ça me fait penser à un verset de la Bible là, qui stipule littéralement ça. Ça dit « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Écoutez, quand on parle là, de bloqueurs d'hormones, puis quand on parle de faire du tort à des mineurs, à des enfants, ça prend 21 ans pour aller au bar, 21 ans pour aller à la SQDC, 21 ans pour rentrer à la SAQ, ça prend 18 ans pour conduire une voiture. À 14 ans, tu peux décider de bloquer tes hormones, puis tu peux décider de changer de nom. Il faut être malade comme société lorsque nous sommes rendus à accepter qu'un enfant mineur en arrive à prendre une décision irréversible, sans le consentement obligatoire de ses parents, de transiter de sexe, et d'avoir le gouvernement et les médias qui poussent dans cette direction. C'est une folie. Notre société est malade et cherche désespérément une solution à son mal de vivre. Et malheureusement, elle cherche une solution dans ce qui la conduit à sa propre perte.